Le Bénin a opté pour la maîtrise de la fécondité grâce à la promotion d'une fécondité responsable à travers un meilleur accès à l'information et aux services de santé de la reproduction. Le choix de cette option s'explique par le déséquilibre qui s'approfondit entre l'augmentation de la population et la croissance économique qui a pour résultat l'amplification de la pauvreté. Et le plan de développement sanitaire 2009-2018 a également inscrit comme priorité la promotion de la planification familiale dans le souci de réduire la mortalité maternelle et néonatale. Par ailleurs, à la conférence internationale sur la planification familiale tenue à Addis Abeba en Éthiopie en novembre 2013, le Bénin a pris entre autres engagements de faire passer le taux de prévalence contraceptive chez les femmes en âge de procréer de 9,9%, de 7,9% aujourd'hui à 20% en 2018. Et pour atteindre ces objectifs, le Bénin s'est doté d'un plan national d'action pour le repositionnement de la planification familiale. Le plan national d'action pour la planification familiale n'est toujours pas lancé et pourtant le temps presse. Et nous en parlons donc sur ce plateau autour de moi. 4 invités, M. Nourou Adjibade, directeur exécutif de Seradis ONG, M. Roland Agbessi, directeur exécutif du scoutisme béninois, Mme Pascaline Baguidi Fainou, directrice exécutive de l'ONG Le Barca, et M. Kalis Ouedé, spécialiste des questions de population urbaine. Voilà donc les invités autour de moi. À noter que les représentants de Seradis ONG, de l'ONG Le Barca et du scoutisme béninois sont membres de l'Alliance Droit et Santé, une alliance internationale présente dans 9 pays, dont le Bénin. Et ces différentes structures sont donc membres de cette alliance et nous allons essayer de parler donc de repositionnement de la planification familiale et de la nécessité de lancer le plan d'action. Chers invités, merci d'être là. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre. Avant de parler de ce plan d'action, nous allons nous intéresser à l'état des lieux de la planification familiale au Bénin. Monsieur Ouedé Kaliste, vous êtes spécialiste des questions de population urbaine, je le disais tout à l'heure. Et quand on parle de planification familiale, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue d'un spécialiste des questions de population urbaine? Merci beaucoup. Mais d'abord, permettez-moi d'avoir une pensée à votre collègue François Messan, à sa descendance et à son environnement humain pluriel. Ceci étant, il faut comprendre d'abord que la planification familiale est un processus décisionnel entre 2 acteurs fondamentaux de la famille, je vais nommer père, mère, enfant, qui décident de dire la taille du ménage, c'est-à-dire le nombre d'enfants qu'il faut, et sa périodicité. C'est-à-dire qu'il faut dire l'espacement là qui doit exister entre les enfants de façon successive, selon le nombre qu'ils aient décidé à avoir. Voilà le processus en matière de planification familiale. Mais pour atteindre cet objectif, il faut que les acteurs s'entendent pour faire recours aux produits de contraception modernes, afin d'éviter toute la survenue d'une grossesse non désirée avec ses conséquences. Voilà le premier niveau de la chose. Mais l'autre part de votre préoccupation, c'est les enjeux, les intérêts. Oui, essayez de comprendre un peu les conséquences que l'application de la planification familiale peut avoir d'un point de vue social, par exemple, donc, économique et pourquoi pas démographique. Je prends le dernier élément au plan démographique. Cela va permettre à l'État de maîtriser sa population dans le temps. C'est-à-dire, il n'y a pas que seulement la voie de la reproduction humaine qui participe à l'avènement de la démographie, mais il y a aussi les flux migratoires. Mais les flux migratoires n'emportent pas autant sur la proportion, d'accord, que les nouvelles naissances apportent. Cela dit, l'État pourra maîtriser sa population au plan démographique. Deuxièmement, quand l'État arrive à maîtriser sa population, l'État peut satisfaire les besoins fondamentaux d'une population qui se veut dans le temps. Cela veut dire quoi? En matière de scolarisation, l'État peut dire, voici les infrastructures qui sont en harmonie avec la population à scolariser. C'est-à-dire la population scolarisable et la population scolarisée. Par rapport à ça, l'État dispose des moyens pour donner des infrastructures adéquates sur toute l'étendue du territoire, afin de réduire un certain nombre d'inégalités sociales déjà à la base. L'autre point aussi, de l'autre côté, c'est quoi? La femme qui fait de l'espacement de ses naissances,
elle a une bonne santé. Je ne veux pas nommer certains organes parce que je suis devant un auditoire aussi varié. Donc, la femme dispose d'une bonne santé pour pouvoir accoucher à des échéances données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aurons moins de dégâts en la matière. Le taux de mortalité maternelle, les indicateurs sont là, on ne va pas permettre ça. Et deuxièmement, c'est quoi? Au-delà d'elle-même, l'enfant qui vient à un moment prévu, d'accord, toutes les conditions sont requises pour sa naissance. C'est-à-dire que j'aurai moins de dégâts aussi au plan néonatologie. Donc, voilà un peu le gain à ce niveau. L'autre gain, c'est quoi? Au plan économique, les excédents que l'État n'arrive pas à contrôler, les exclus du système, et autres qui créent des inégalités qui font le nid des inégalités sociales, l'État aura moins de problèmes par rapport à ça. L'État ne va plus aller chercher ses propres ressources pour venir entretenir ces cas qui sont devenus des cas sociaux. Donc, quand on veut maîtriser ça, on arrive au moins à couvrir ces besoins-là. Maintenant, c'est quoi? Ceux-là, l'État peut se dire, je peux faire des investissements. Un investissement qui va prendre 2 éléments. Quels sont vos indicateurs en matière de santé et quels sont vos indicateurs en matière d'éducation? Pour permettre, vous dire, ceux-là, ils ont atteint un niveau d'éducation. Ça veut dire quoi? Ils peuvent produire de la richesse. Ça, quand moi, je vais investir, j'ai de la main-d'œuvre. Quand je vais investir, les gens ont de l'argent pour venir acheter. Donc, ça aura un gain économique. Et le reste, l'État va se retirer sur un certain niveau pour beaucoup plus réguler ses activités que chaque fois d'aller chercher l'argent pour venir investir dans ce domaine, juste pour, comme on le dit, pour ne pas attendre beaucoup. Et comme on le dit, c'est pour éteindre le feu. Non, l'État ne va plus résoudre des problèmes de façon circonstancielle. Donc ça permet une meilleure maîtrise de la population et en même temps aux familles de pouvoir s'occuper des progénitures de leurs enfants. Et ne pas les laisser pour devenir ce que j'appelle après. Et ça, c'est au meilleur des cas. Quand on arrive à mettre en place, à repositionner comme cela se doit à la planification familiale. Mais en parlant de repositionnement, c'est que ce n'est pas bien positionné. Et donc, on s'intéresse maintenant à l'état des lieux actuels. Quelle est la situation aujourd'hui, nous sommes en 2014, de la planification familiale au Bénin, M. Adjibadé? Oui, monsieur le journaliste, et pour faire l'état des lieux de la planification familiale au Bénin, je crois qu'il faut recourir peut-être aux derniers résultats des enquêtes démographiques de santé qui ont été organisées en 2011 et dont les résultats ont été validés en 2012. Et dans le rapport sur ces enquêtes, on note que le taux de prévalence contraceptive aujourd'hui est aussi autour de 7,9% pour les femmes en union. Et je crois que ce taux-là, lorsqu'on le compare au taux dans la sous-région, c'est un taux qui est extrêmement bas, parce que c'est même pas un taux qui est à 2 chiffres, donc nous sommes à 7,9%. Et je crois que c'est cette situation qui a amené les autorités de notre pays et puis tous les acteurs sociaux qui s'investissent sur les questions de population à concevoir le plan national d'action pour le repositionnement de la planification familiale qui court de 2014 à 2018. Et je crois que c'est un plan assez novateur qui devrait pouvoir nous permettre vraiment de booster la planification familiale au niveau national. Et ce plan envisage de faire passer du taux actuel qui est de 7,9% à 20% en 2018, oui. Les besoins en matière de méthodes de contraception, la prévalence contraceptive au Bénin. Mais quand on parle de planification familiale, on voit d'abord les femmes parce qu'on estime que c'est pour les femmes. Ce qui, vous ne serez pas d'accord avec moi parce que tout à l'heure on a dit c'est le couple qui en profite et après la nation. Mais Madame Pascaline, vous travaillez avec les femmes. Votre association s'intéresse également aux femmes en zone rurale. Comment ces femmes apprécient la question de la planification familiale? Merci beaucoup. Cette planification familiale, c'est à dire vrai, est diversement appréciée. Mais il faudrait qu'on dise qu'au niveau local, cette appréciation se fait suivant plusieurs facteurs. Nous avons par exemple, selon la localité, nous avons l'ethnie également, la religion aussi qui s'en mêle. Et vous savez bien également l'âge qui s'en mêle. Et la société, d'une manière générale, globalement, nous allons parler de la société dans laquelle nous vivons. Tout à l'heure, vous aviez dit que c'est une chose de la femme. Non, c'est une chose de tout le monde. Pour pouvoir y arriver, il faudrait que toutes les parties prenantes sachent qu'ils ont leur partition à jouer.
C'est pourquoi d'ailleurs, nous pouvons vous dire qu'au niveau local, le taux de prévalence, je vais dire, pas de prévalence, je vais dire le taux non satisfait, la demande à peu près est aux environs de 50% au niveau local, ce qui n'est pas satisfait, nous allons dire. Donc, nous pouvons de ce échec dire que les femmes, c'est vrai, sont très intéressées, mais d'une manière générale, le couple, nous travaillons pour que le couple soit intéressé à la question pour pouvoir atteindre les objectifs du plan. Alors, quand on parle du couple, on parle d'abord des femmes du couple, mais il faut s'intéresser également aux jeunes. Et c'est le travail que le scoutisme béninois fait par rapport aux jeunes, en les intéressant un peu à la question de la planification familiale. Mais est-ce que les jeunes, véritablement, ont accès aux méthodes de contraception? Merci beaucoup, madame. Quand on parle de planification familiale, on parle forcément de sexualité. Et la question de la sexualité pour les jeunes, selon qu'on soit en milieu rural ou en milieu urbain, présente aussi quelques tabous. Et c'est déjà le premier niveau de blocage en ce qui concerne l'accès aux méthodes de contraception. Mais il y a aussi le fait que les jeunes se libèrent, discutent beaucoup entre eux. Et nous disposons d'un certain nombre de cadres de concertation en termes d'espace pour permettre aux jeunes d'aller aux informations. Mais ces espaces ne suffisent forcément pas et ne sont pas partout. C'est déjà le second niveau de blocage. Et aussi le coût des produits contraceptifs. C'est vrai que quand on parle de produits contraceptifs, il y a pas que le préservatif, mais quand on parle jeune, il y a une gamme variée de produits, déjà, parce que pour les jeunes, on parle de l'abstinence, de la bonne fidélité également. Absolument. Donc, il n'y a que le coût donc, de ces produits-là qui aussi représente un niveau de blocage. Alors, dans l'un, dans l'autre, les jeunes n'ont pas accès donc, aux produits contraceptifs, et c'est ce qui explique les cas de grossesse non désirée qu'on remarque encore dans nos écoles, dans nos établissements scolaires, et qui forcément présentent les conséquences que nous connaissons. Et c'est justement à cause de ça qu'aujourd'hui nous disposons d'un plan d'action pour le repositionnement de l'APF, et tout à l'heure on en parlera en détail pour comprendre les avantages qui sont liés à la mise en œuvre de ce plan. Et parlant de ce plan, concrètement, M. Nourou Adjibadé, quel est le contenu de ce plan d'action pour le repositionnement de l'APF? Oui, merci beaucoup. Je crois que ce plan qui a été adopté, validé en janvier 2014, cours de 2014 à 2018. Et donc nous sommes déjà en plein pied dans la période de mise en œuvre de ce plan. Et il faut dire que ce plan a été élaboré, comme je l'avais souligné tantôt, pour pouvoir booster la planification familiale au niveau du Bénin. Et par rapport au contenu du plan, je crois que 4 ou 5 points importants retiennent fondamentalement l'attention. Il y a d'abord que le plan a fait un état des lieux de la planification familiale au niveau national. Ensuite, le plan a relevé les défis et les défis qu'il importe de relever d'ici la fin de l'année 2018. Il y a des défis d'abord en matière de demande de services de PF. Il y a également des défis en matière d'offres de services de PF. Il y a également des défis en matière de l'environnement habilitant. Voilà, parce que par rapport à ça, pour parler de l'environnement habilitant, on remarque fondamentalement qu'il y a un certain nombre d'obstacles qui font que la planification familiale piétine du point de vue de son taux, parce que en matière d'environnement habilitant, il y a d'abord le fait que le caractère confidentiel qui entoure un peu les questions de planification familiale limite l'expression des femmes dans les formations sanitaires lorsque les femmes doivent par exemple rencontrer des agents de santé masculins et pour évoquer par exemple ces questions. Il y a aussi le caractère tabou qui est lié à toutes ces questions-là. Il y a aussi le fait qu'il y a insuffisance des moyens financiers
pour mettre en œuvre toute la politique qu'on veut développer en matière de planification familiale. Donc, il y a les défis en matière d'environnement habilitant et il y a dans le plan également il y a des défis en matière les défis qui sont liés au taux de prévalence contraceptive. Et c'est cela que nous avons évoqué tout à l'heure en disant que il faudrait que d'ici la fin de l'année 2018, le Bénin puisse passer à un taux de prévalence contraceptive de 20%. Et dans le plan national d'action pour le repositionnement de la PF, et pour atteindre les 20%, et on a vraiment estimé le nombre de femmes qu'il faut qui doivent adopter une méthode contraceptive, et le nombre qui est retenu dans le plan d'action, c'est 570 000 femmes de 15 à 49 ans. Il faut que, avant que le Bénin n'atteigne le taux de prévalence contraceptive de 20% en 2018, il faudrait mettre au moins 570 000 femmes dont l'âge est compris entre 15 et 49 ans sous méthode contraceptive moderne. Donc voilà un peu ce que je peux dire de ce plan. Donc vous voyez que les défis sont très importants. Les défis en matière d'offres de services PF, les défis en matière de demande de services PF, les défis qui sont liés à l'environnement habilitant. Donc il faut qu'on travaille sur tout cela. Il y a également un autre défi que j'oubliais. Il y a également les défis qui sont liés à la coordination, au suivi et à la coordination des interventions en matière de PF au niveau national. Donc il faudrait que tous les acteurs qui interviennent dans le domaine, et que ça soit du côté de la société civile ou du côté de l'État, il faudrait que l'État puisse mettre en place un système pour assurer le suivi et faire une coordination de toutes ces interventions pour que nous puissions avoir une meilleure lecture de tous les efforts qui sont faits, de tous les investissements qui sont faits en cette matière-là. Il y a également un autre défi, le défi en matière de mobilisation de ressources financières pour pouvoir véritablement mettre en œuvre ce plan. Je crois que cela est très important. Et je voudrais rebondir sur ce défi pour dire que pour relever ce défi-là, justement, il est très important que le plan soit vite lancé pour que vraiment les partenaires techniques et financiers potentiels puissent véritablement nous accompagner dans la mobilisation des ressources et qui doivent permettre de rendre véritablement d'opérationnaliser le plan national pour le repositionnement de l'APF. Voilà un peu le contenu, beaucoup de défis, mais beaucoup d'actions également pour arriver à changer un peu la donne. Mais si on considère ce contenu par rapport à ce plan d'action, qu'est-ce que ça pourrait apporter aux femmes, selon vous, Madame Pascaline? Dites-moi un peu, quel impact aurait ce plan sur le quotidien des femmes? Merci infiniment. L'impact que cela pourrait avoir, et je voudrais dire que c'est multiple et multiforme. Si nous prenons par exemple dans le domaine de la santé, au niveau une femme qui adopte la planification familiale, il y a le spécialiste sur ce plateau qui l'a déjà souligné. Ça lui permet non seulement d'avoir la bonne santé pour pouvoir suivre sa famille, et ça lui permet d'avoir le bien-être d'une manière générale et d'avoir le nombre d'enfants au foyer qu'elle est en mesure de supporter. Voilà l'un des impacts que nous pouvons citer. À part le bien-être, lorsque vous avez la santé, le bien-être, la prospérité doit s'en suivre. C'est des éléments nécessaires pour permettre à la famille d'évoluer et d'être au diapason du développement, de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Parce que, tenez, une femme qui n'est pas en bonne santé est vraiment un facteur qui peut agir sur le développement. Puisque vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pourriez pas apporter votre pierre à l'édifice de ce... Elle ne pourra même pas s'occuper de ses enfants, de ses enfants, de sa famille. De sa famille, pour pouvoir, comment dit-on, participer au développement de la nation. Monsieur ça, c'est une partie. Oui, très, très, très rapidement, s'il vous plaît, Madame Pascaline.
Ok, je voudrais simplement dire que non seulement l'impact, l'aspect que les gens n'arrivent pas à comprendre pour la planification familiale, c'est qu'elle est en mesure de participer à la correction de l'infertilité. Voilà un des aspects de la planification familiale qui n'est pas tout le temps débattu. Et là, les spécialistes peuvent nous aider à mieux comprendre, parce que c'est une question qu'on se pose, comment est-ce que la planification peut corriger l'infertilité, et elle contribue effectivement, nous avons eu des cas, contribue effectivement à corriger l'infertilité. Et quand je parle de développement, voyez tous les aspects socio-économiques, que ce soit la scolarité, que ce soit la santé, que ce soit même les offres de services. Disons en gros l'épanouissement même de la famille. Voilà, l'épanouissement de la famille. Et vous savez bien que en Afrique, le socle sur lequel se repose l'épanouissement de la famille, c'est la femme. Très bien. Donc, il y a énormément d'avantages. Et quand la femme est épanouie, quand la femme est en bonne santé, eh bien, c'est toute la famille qui se porte bien. Et si on veut généraliser, on dira que c'est toute la nation qui se porte bien. Ça, c'est du point de vue de la femme, de la mère, de la première concernée par l'utilisation des méthodes. Mais après, on parle également des jeunes. Et maintenant, quand on parle de ces jeunes-là, il s'agit de voir si ce plan est mis en application, comment il pourrait aider les jeunes à adopter de bons comportements. Merci beaucoup. Je parlais tantôt d'un certain nombre d'aspects qui pourraient intéresser les jeunes dans ce plan. Et le souhait étant ici que le plan soit vite lancé et pour que le début d'opérationnalisation commence. En effet, quand je prends les espaces, parce que les jeunes, le défi le plus important, c'est l'information et la bonne information. Les jeunes échangent entre eux et de plus en plus sur les réseaux sociaux, des informations fusent de toutes parts. Si, avec la mise en œuvre de ce plan, on pourrait avoir des cadres de concertation un peu partout sur l'ensemble du territoire. Ces cadres de concertation pourraient offrir l'occasion aux jeunes de disposer d'informations de qualité dans un environnement de confidentialité. Et dans un environnement sain. Dans un environnement sain. Cet aspect-là, par exemple, permettra aux jeunes, à mon avis, de déjà développer certains réflexes. À savoir que quand ils ont des préoccupations, quand ils ont des questions qui se posent, qu'ils puissent se référer à la bonne personne et aller au bon endroit pour se renseigner. Et l'autre chose, dans ce plan, il est dit, le gouvernement a pensé qu'il faudra, pour les jeunes et les adolescents, rendre gratuites les méthodes de contraception. Je crois que cet aspect pourra également favoriser beaucoup plus l'accès des jeunes à ces différents produits. Vu que quand on parle de jeunes, on a déjà énormément de difficultés en termes d'emploi, en termes d'autres maladies que vous connaissez, et donc réduire ou diminuer ou carrément annuler le coût des produits contraceptifs et assurer une certaine qualité d'information aux jeunes, je crois qu'on est forcément gagnant pour ce qui concerne les jeunes. Alors, beaucoup d'avantages si ce plan arrivait si ce plan commençait à être mis en application. Entre autres, beaucoup d'engagements pris dans ce plan. Mais vous, M. Kallis, est-ce que vous pensez que ce plan est vraiment réaliste? Votre question, c'est une question piège. C'est une question piège où je remercie d'abord l'Alliance, ça je vous le dis en toute franchise, que des questions en matière de droit et de santé commencent par être évoquées dans notre pays. Pourquoi est-ce que c'est une question piège? C'est que nous avons dit beaucoup de choses ici. Là, ça a été beaucoup plus mis sur la femme. Oui, la femme. Quelle est la perception que nous avons de la femme? Premier élément. Et deuxièmement, quelle est la perception que nous avons de l'enfant? Et l'autre, pour le dire, la sexualité est entretenue par des valeurs. Et que l'Africain ne conçoit pas une vie sexuelle sans descendance. Et qui reste encore, ça c'est un élément que je peux procéder à une distribution spatiale pour loger ça dans certaines zones de mon pays.
J'en veux pour preuve les résultats distributifs de taux de fécondité par localité dans mon pays. Pour vous dire quoi? Le gros lot concerné, le gros lot qui va nous permettre de sortir de ce bovier-là que j'appelle de l'excédent démographique dont les ressources n'accompagnent pas les besoins à couvrir, il faut aller chercher ça dans le milieu rural. Et par rapport au défi dont le 2 vient d'en parler, c'est là-bas qu'il faut faire d'abord une classification de ces défis et voir quels sont les acteurs qui vont nous aider à ce que ces défis-là ne soient pas des obstacles. Et entre autres, et comment faire pour que la première bénéficiaire, je vais dire à Mme Gbagidi, la femme reste sur la bénéficiaire pour ne pas vous développer d'autres stratégies ici pour dire, en matière de vie sexuelle dans le couple, on peut tout dire, c'est un pouvoir. Et dans ce sens, la gestion du pouvoir, je ne veux pas être trop macho pour vous le dire. Donc, ça veut dire quoi? La gestion du pouvoir reste d'abord pour la femme et puis après... Je ne dirai pas le reste. Donc, moi, je voudrais que ces défis, que l'on prenne du recul pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Quels sont les éléments qui vont constituer pour nous des obstacles? Je ne doute pas que les gens n'ont pas pris conscience de ça parce que j'ai suivi un certain nombre de choses sur les antennes partout. Et d'autres recherches, il y a des études qui ont été réalisées par mal des structures. J'ai vu ces déterminants, tout ça là. En gros, plan, le contenu du plan, est-il vraiment réaliste? Non, le contenu du plan, c'est une ambition. Et en matière d'ambition, il faut l'avoir. Mais l'autre chose, c'est comment faire pour que cette ambition soit réaliste. Et elle ne peut être réaliste qu'à travers la mobilisation sociale. Voilà, vous parlez de mobilisation sociale et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui puisque le plan a déjà été élaboré et il y a tout un plaidoyer qui se mène pour arriver au lancement d'abord de ce plan-là et après à sa mise en application. Mais si elle n'est toujours pas effective parce que nous n'avons pas encore assisté au lancement de ce plan, c'est qu'il y a des blocages et vous êtes d'accord avec moi. Maintenant, on va voir un peu à quel niveau se situent ces blocages. Monsieur Adjibadé, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui le lancement de ce plan? Oui, je suis de la société civile. Je ne suis pas très indiqué pour répondre à cette question, mais pour ce que j'en sais, je sais que ce plan est déjà élaboré et validé depuis janvier 2014 au niveau du ministère de la Santé. Et ce plan a également déjà été étudié par le Conseil des ministres. Je crois qu'en août ou bien en septembre dernier, le Conseil des ministres avait autorisé l'organisation d'une journée de plaidoyer et de lancement du plan. Donc, sans toutefois dire exactement à quelle date ce plan-là va être véritablement lancé. Donc je crois que pour ce qui est du principe du lancement du plan et de l'organisation des journées de plaidoyer pour mobiliser les ressources en faveur du plan, je crois que c'est déjà un principe acquis. Maintenant, quand est-ce que cela suffira? Je crois que c'est là où se situe vraiment le problème. Il faudrait que fondamentalement le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, à travers la présidence également, puisse véritablement se presser pour que ce plan-là soit lancé et pour que vraiment on puisse s'engager sur les autres chantiers et à partir desquels justement le plan va être véritablement opérationnel. Donc je crois que c'est ça le problème. Et notre souhait vraiment, c'est que ce plan puisse être lancé au moins avant la fin de cette année, puisque dans quelques semaines, nous aurons déjà consommé une année. Puisque le plan court 2014 à 2018. Donc vraiment, le temps presse et il faut fondamentalement que ce plan-là soit lancé. Nous souhaiterions que vraiment le chef de l'État puisse lancer le plan le plus tôt possible pour que vraiment tous les partenaires techniques et financiers potentiels qui peuvent accompagner le Bénin dans l'opérationnalisation de ce plan-là soient vraiment maintenant libérés, intéressés et puissent agir. Voilà. Monsieur Ouédé, que pourrait-on faire pour booster aujourd'hui les choses, pour aider au lancement de ce plan? Oui, je pense que c'est déjà l'un des aspects de ce qu'il faut faire là ici, c'est qu'on commence par attirer l'attention du gouvernement que le plan n'est pas validé pour rester dans le tiroir et que nous voulons que le plan soit opérationnel. De ce qui est de son rôle en tant qu'État, de ce qui est de son rôle en tant que la superstructure
d'accord, d'une société comme la nôtre, c'est déjà de pouvoir diffuser ce plan. Parce que quand l'État n'arrive pas à diffuser ce plan, les autres partenaires, les autres acteurs qui sont dans plusieurs instances par-ci ne peuvent pas se l'approprier, d'une part. Et d'autre part, ce qui va être des préalables pour l'État, et l'État va dire, bon, tel aspect, qu'est-ce que je peux faire? Tel PT, vous pouvez m'aider pour ça? Parce que quand je prends l'accessibilité de tous ces produits-là, il y a quelques handicaps qu'il faut d'abord très tôt identifier et évoquer. J'en vais évoquer 2 ou 3. Quand vous prenez l'organisation, la pyramide sanitaire aujourd'hui telle qu'elle est dans mon pays, c'est que les services en matière de PF ne sont pas des choses privilégiées dans certaines contrées. Parce que là, quand vous venez, c'est la même dame qui s'occupe des questions de PF et qui va s'occuper encore des questions de maternité. Là, il y a un choix qui est fait, un choix de fait qui est fait. Et ça constitue déjà un obstacle pour la femme qui décide au regard d'une émission ou bien au regard dans ses alphabétisations, elle a eu des informations où elle veut se conformer par rapport à ce choix, elle vient, elle ne trouve pas son besoin satisfait. Donc, ça c'est un autre élément. L'autre élément par rapport à ça, c'est quoi? C'est de pouvoir faire un découpage, parce que tout à l'heure, le scoutisme a parlé des espaces des jeunes. Outre les grandes villes qui disposent de ces espaces pour tout ça là, les autres sont ignorés. Donc, de voir les besoins couverts et les besoins non couverts selon les espaces géographiques. Et en faire une documentation. Et par rapport à ça, faire appel à des acteurs qui sont là, je ne vais pas les nommer, pour dire, bon, voilà ce que nous voulons atteindre. Il ne faut pas attendre juillet pour les journées mondiales de population pour évoquer des choses. Non, il faut que les gens nous aident très tôt à disposer de ces services-là, partout où besoin sera. Et deuxièmement, que des préalables, des lobbying soient faits pour une certaine, non seulement appropriation, mais que certains commencent par être tolérants. Parce que le budget d'un enfant aujourd'hui n'est pas le budget de cet enfant il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc, pourquoi on ne les traîne pas dans l'autre pan? Je veux nommer la traite des enfants, sur quoi encore on est en train de travailler. Donc, dans une approche d'analyse avantages et coûts, moi, je pense directement que l'État le sait mieux que nous autres, qu'il faille très tôt lancer ce plan pour que chacun puisse tirer sa partition dans le jeu. Mais il semblerait, en tout cas, d'après certaines indiscrétions, que c'est des raisons d'ordre financier qui bloquent aujourd'hui le lancement de ce plan. Et ce retard s'explique par cette question d'ordre financier, ce qui me pousse alors à dire, si aujourd'hui il y a déjà des problèmes financiers qui bloquent le lancement du plan et que ce plan demande également la mobilisation des ressources, est-ce que vous croyez vraiment que le Bénin puisse offrir le luxe de rendre gratuits et disponibles les produits contraceptifs, M. Ajibade, puisque c'est l'une des finalités par rapport à la mise en œuvre de ce plan? Oui, moi, journaliste, vous posez une question à plusieurs facettes. Et d'abord, il faut dire que à la conférence internationale sur la planification familiale qui s'est tenue en novembre dernier à Addis Abeba, en Éthiopie, le Bénin a pris des engagements. Et au nom de ces engagements, le Bénin a décidé de rendre gratuits les produits contraceptifs aux jeunes dans les formations sanitaires publiques. Je crois que si le Bénin n'est pas en mesure de respecter ces engagements, le Bénin ne va pas pouvoir les prendre à cette conférence internationale. Donc, pour moi, il y a le problème, il y a les questions d'ordre financier qui sont liées beaucoup plus à l'opérationnalisation de ce plan, parce que ce plan-là a été budgétisé et je crois que c'est des milliards qu'il faut mobiliser pour pouvoir atteindre les objectifs de prévalence contraceptive contenus dans ce plan. Et ces objectifs-là, le Bénin, à lui seul, c'est-à-dire je veux parler du gouvernement béninois, à lui seul ne peut pas mobiliser ce montant et ce fonds nécessaire pour pouvoir l'opérationnaliser. Raison pour laquelle les partenaires techniques et financiers doivent pouvoir accompagner le Bénin et je crois que là-dessus, ils sont disponibles
pour pouvoir nous accompagner. Et je vais seulement prendre le cas du Niger. Au Niger, par exemple, ce plan-là a déjà été lancé et ma foi, je vous dis, au niveau du Niger, après le lancement du plan, et le gouvernement du Niger est déjà arrivé à mobiliser au moins 4 milliards de francs CFA pour opérationnaliser son plan. Donc, tout ceci grâce à des ressources extérieures. Tout ceci grâce à des ressources extérieures. Donc, c'est cela aussi que nous voulons pour notre pays. Et nous souhaiterions que, dès que ce plan soit lancé, qu'un plaidoyer fort soit fait par nos décideurs en direction justement de tous les partenaires au développement qui nous accompagnent afin que les fonds nécessaires soient mobilisés pour que ce plan-là soit lancé. Et vous me permettrez peut-être de revenir un peu sur les avantages que nous allons engranger lorsque ce plan-là sera vraiment véritablement mis en place et opérationnalisé. Entre autres avantages, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que ce plan, son opérationnalisation va évidemment nous permettre de réduire davantage le taux de mortalité maternelle et infantile. Je crois que cela est très important parce que lorsque le taux de prévalence contraceptive va vraiment être revu à la hausse, va connaître une nette amélioration, une nette augmentation, ça va fondamentalement permettre de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile et cela est très important. Ça va également permettre de réduire la propagation des infections sexuellement transmissibles du VIH/SIDA. Ça va également permettre de renforcer les capacités des jeunes dans leur quête d'un meilleur avenir. Donc c'est un plan qui va nous permettre de gagner à tout point de vue. Ce plan également va nous permettre de réaliser l'objectif 2 du millénaire pour le développement et qui est justement d'assurer l'éducation universelle et l'éducation primaire universelle. Voilà, donc je crois que c'est très important pour nous que ce plan-là soit lancé et je crois qu'après le lancement du plan, les conditions les meilleures seront créées pour le plaidoyer pourra continuer pour arriver à rassembler les ressources nécessaires et mettre en application ce plan. Mais si ça traîne, c'est parce qu'il y a problème. Monsieur Ouédé, comment rassurer véritablement les politiques aujourd'hui sur la nécessité d'une telle démarche, la nécessité d'aller vers le lancement du plan, la nécessité d'accompagner la mise en œuvre de ce plan et la nécessité de sa pérennité? Non, je pense que l'exécutif en est conscient. Parce que déjà, il y a un autre langage qui sort aujourd'hui. Nous sommes dans l'agenda de post-2015. Donc, quand on parlait il y a quelques années qu'il faut atteindre les objectifs jusqu'à 8 heures de 2015, il y a déjà un autre agenda de post-2015 où des réunions étaient consacrées. On parle maintenant des objectifs de développement durable. Où des réunions étaient consacrées. Des ministres ont pris l'avion pour aller nous représenter dans l'espace des Nations Unies. Je pense qu'il y a trop d'éléments qui puissent au moins justifier la mobilisation sociale d'une part et de part la prise en compte de tous ces problèmes. Le 2 vient de parler du taux de mortalité maternelle, du taux de mortalité néonatale. Je pense que voir ce que je gagne ici comme gain, voir ce que je perds encore de l'autre côté, une analyse faite justifie largement la nécessité de lancer ce plan et de commencer par chercher les autres. Parce que si on ne le fait pas, ceux qui sont dans l'ombre ne vont pas vouloir le faire. Et le rôle étatique ne va pas être dévolu à une tierce personne. Bien que des tierces personnes sont aux aguets de cette information pour mener des activités. Je pense que nous avons tout ça à gagner. Je ne veux pas nommer des partenaires ici par rapport à ce que ces partenaires-là font déjà ici. En la matière, je vois par-ci, par-là, ce qui est fait dans des rues, par-ci, par-là. Donc, c'est déjà au moins un élément que l'État essaye de rendre opérationnel ce plan pour que les partenaires se repositionnent davantage et qui plus est, nous, au regard de ce que j'ai dit de l'autre côté, les différents défis qui sont dans nos localités par-ci, par-là, là, quand on va prendre tout ça, nous allons mieux nous repositionner. Parce que le 2 vient de dire quelque chose. Je me rappelle l'une de ces études pour laquelle vous m'avez appelé, je me rappelle, sur la question des grossesses dans certains établissements, nous avons pris quelques zones. Je ne vais pas nommer ces zones. Il y a des plaquettes qui sont là. J'étais à ces rencontres. Ça dit quoi? Si l'État béninois, à travers son ministère de l'enseignement secondaire, comme nous avons eu à proposer quelque part, disposait des fiches
d'information sur ce que la grossesse nous crée en milieu scolaire comme modalité d'exclusion sociale, je pense que c'est largement suffisant. Mais en la matière, actuellement, une étude est en cours pour documenter la réalité sociale en matière de sexualité dans notre établissement. Je pense que quand cette étude va finir, l'État a toutes les raisons. Je vais nommer le ministère de l'Artisanat. Parce que quand il y a le moment de récolte de coton, ce qui se passe, ça c'est autre chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails. L'autre chose, le ministère de l'Enseignement secondaire et primaire, la sexualité est tombée déjà au niveau du cours primaire. Donc, et enfin, la santé est finie. Le ministère du Développement qui pense à des perspectives. On ne peut pas penser des perspectives en l'air. On pense à des perspectives sur l'être humain. Sur une base. Quand vous n'avez pas une base d'une population édifiante, mais tout ce que vous faites, ça s'écroule. Monsieur Ouédé, vous avez évoqué beaucoup de choses et ça permet de voir vraiment de façon très prospective, de mieux comprendre tout ceci et les avantages liés au lancement de ce plan. Mais vous savez bien que dans la République, il y a des priorités. Est-ce que véritablement c'est une priorité aujourd'hui? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est vraiment de ça que nous avons besoin, adopter ce plan national pour la planification familiale, monsieur Ajibade? Oui, c'est une priorité. Tout simplement parce que lorsque je me réfère au document de stratégie et de croissance pour la réduction de la pauvreté 2011-2015, il est clairement dit que le Bénin a opté pour une stratégie de croissance basée sur la maîtrise de la fécondité par la promotion d'une fécondité responsable. Je crois que les autorités au plus haut niveau sont conscientes du fait que la maîtrise de la fécondité, le repositionnement de la planification familiale est une des conditions indispensables pour atteindre les objectifs contenus dans les politiques et qui sont menées au niveau national. Donc, je crois que c'est une priorité des priorités. Et c'est fondamental. C'est une urgence. Et cette question que vous me posez, et ça me fait penser à la conférence internationale sur la conférence internationale sur population et développement qui a eu lieu en février 2011, je crois bien, à Ouaga, où la thématique de cette conférence-là, c'était vraiment la planification familiale en Afrique, l'urgence à agir. Voilà, c'est très important. Et cette thématique-là, ce titre qui a été donné à cette conférence-là, c'est que ça évoque, ça résume tout. Je crois que c'est fondamental. Il est urgent aujourd'hui d'agir pour booster la planification familiale dans notre pays. C'est une urgence, donc on s'entend. Si vous permettez, oui, allez-y. C'est d'autant plus urgent que le plan devrait connaître un début de mise en œuvre déjà en 2014. On est en novembre bientôt et je crois que il faut lancer le plan. L'urgence, c'est de lancer le plan. La question de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du plan, ça va suivre après. Alors, chers invités, on entend souvent dire que la planification familiale ne va pas de pair avec nos traditions. Il y a des leaders religieux, bien qu'étant associés aux différentes campagnes de sensibilisation, d'information, qui sont pas toujours d'accord avec la pratique. N'est-ce peut-être pas une autre raison pour laquelle il semble difficile de faire appliquer ce plan? Et quand on s'intéresse un peu à la question de la femme, Madame Pascaline, on dit par exemple qu'avec l'adoption des méthodes de contraception, l'accès à la planification familiale, les femmes jouissent d'une certaine indépendance. Est-ce réellement le cas? Merci beaucoup. Vous avez soulevé là plusieurs problèmes de société. Mais nous allons dire simplement que c'est vrai, nous sommes dans une société patriarcale. C'est vrai, nous sommes dans une société qui a ses principes religieux et autres. Mais la question a suffisamment évolué. Ça a suffisamment évolué parce que nous, en tant que société civile travaillant dans le domaine, nous avions eu l'occasion de travailler avec des leaders religieux. Nous avions eu l'occasion de travailler avec un certain nombre d'acteurs, non seulement d'acteurs, mais je voudrais dire les leaders d'opinion de la société qui aujourd'hui n'ont plus vraiment
cette lecture que vous êtes en train de nous faire lire là, de la planification familiale. Je vais vous donner un exemple. Nous avons travaillé avec un imam qui a su trouver dans le Coran des passages qui sont en faveur de la planification familiale. Nous avons travaillé également avec des religieux catholiques, des prêtres qui ont su trouver dans la Bible des passages qui sont en adéquation avec la planification familiale. On ne dit pas aller faire de la planification familiale un élément, un outil de liberté totale et autres. Non, plutôt l'utiliser comme un outil de développement qui pouvait permettre à la femme, non seulement, tel que Nourou l'a dit tout à l'heure, de pouvoir éviter la mort de la femme en donnant naissance. On ne peut pas donner la vie et la perdre ensuite. Donc, en d'autres termes, oui, il ne s'agit pas de favoriser l'indépendance de la femme, il s'agit de sauvegarder la santé de la femme, il s'agit d'accompagner la femme dans la prise en charge de sa santé, de ses enfants et de son environnement. Bref, d'avoir une sexualité responsable dans le domaine. Voilà. Et pour pouvoir participer au développement, je l'ai toujours martelé, vous ne pouvez pas avoir des problèmes et dire que vous allez participer des problèmes de santé et dire que vous allez participer au développement. Il est très important que vous soyez en bonne santé et que vous puissiez être en mesure d'utiliser ce dont vous disposez pour pouvoir aller de l'avant. Donc, ça, c'est par rapport à ce qui concerne la femme. Si on revient maintenant au scoutisme qui s'intéresse beaucoup plus aux jeunes, est-ce que si on crée ces espaces dont vous parlez, est-ce que si on favorise l'accès des jeunes vers la planification familiale, est-ce que ça ne poserait pas d'autres problèmes? Est-ce que ce ne serait pas la porte ouverte à la débauche, par exemple? Oh, la porte ouverte à la débauche, non. Je crois que ce qui est important ici de souligner, c'est la qualité de l'information qu'on donne aux jeunes. Il y a des études qui ont montré quand même que lorsque vous donnez la vraie information aux jeunes, ils peuvent par eux-mêmes prendre de bonnes décisions, surtout en matière de santé sexuelle et reproductive. Je trouve que ça ne sera pas un cadre de débauche, pas du tout. L'enjeu va être de leur assurer une certaine qualité d'information, une certaine confidentialité, parce que ce qui détourne aussi les jeunes de ces cadres de concertation-là, de ces endroits où ils peuvent aller s'informer, c'est aussi le regard que les adultes portent, c'est aussi le regard que l'environnement immédiat porte à ces jeunes qui vont fréquenter ces centres. On voit déjà que c'est des gens qui ont déjà une certaine activité sexuelle et en retour, ce n'est pas forcément bien vu. Et donc, lorsque nous assurons une certaine garantie de la qualité de l'information, de la confidentialité dans ces cadres-là, je crois que les jeunes par eux-mêmes prendront de très bonnes décisions et c'est la qualité de vie des jeunes qui en gagneraient. Voilà, ça c'est un porte-parole des jeunes qui parle de l'avantage des jeunes par rapport à ce plan d'action. Mais le Bénin n'est pas le premier cas, ce n'est pas le premier pays qui parle aujourd'hui du repositionnement de l'APF. Le directeur exécutif du CIRADIS a donné tout à l'heure l'exemple du Niger, qui est en avance sur le Bénin, qui a déjà lancé ce plan d'action-là. Ce qui m'amène alors à voir si dans les pays où les plans d'action similaires ont été mis en application, est-ce qu'il y a eu une remise en question nocive des familles, par exemple, au niveau des valeurs familiales. Monsieur Ouédé, puisque vous êtes spécialiste des questions de population urbaine. Non, je pense que la question de planning familial ne vient pas remettre en cause les valeurs familiales. Dans la mesure où je conçois dans ce sens purement, je circonscris mes interventions, je conçois dans ce sens que valeur familiale ici, père, mère, enfant. Donc, le respect et la perpétuité du patrimoine génétique reste et demeure, d'accord, une des données dans une société patriarcale comme la nôtre. Ça ne remet pas en cause. Mais là où certains conservateurs, il ne faut pas oublier de le dire, certains conservateurs reviennent beaucoup plus sur la perception de la femme. Parce que l'indépendance dont il s'agit ici, ce n'est pas une indépendance économique. Non.
Parce qu'il n'est pas conçu encore dans certaines traditions africaines que la femme mène une vie sexuelle sans reproduction. La femme mène une vie sexuelle sans qu'il y ait enfant. Là, si il y a une prédominance de cette perception sociologique de la femme à travers sa vie sexuelle, de qui on attend uniquement des enfants à tout bout de champ, mais on ne se rend pas compte après que si elle ne dispose pas d'une bonne santé, qu'elle pourrait mourir et laisser les enfants. C'est sur ça là qu'on va essayer de dire aux gens de ne plus avoir la perception fatale de la mort. Donc, il y a des paliers sur lesquels il faut travailler avec certains leaders pour qu'on puisse au moins sauvegarder la santé de la femme, encore moins de sa présence autour des femmes. Je ne veux pas citer des familles, des gens, des hommes qui ont à un moment donné, sont responsables, je dis bien, sont responsables de la mort de leurs femmes. Vous ne pouvez pas avoir déjà 7 enfants là et puis vous osez, vous continuez et puis pour le dernier geste qui vient, elle va mettre 4 enfants au monde. Parce que la femme, sa santé doit être ménagée. La santé de la femme doit être ménagée. Encore moins, cette qualité de sa santé qui doit être ménagée n'est pas accessible à tout le monde. La distribution des formations sanitaires au plan géographique a encore des problèmes. Donc je pense que, au regard, je reviens encore, que l'État a plus d'intérêt parce qu'on ne peut pas aller rédiger une politique de réduction de la pauvreté. Parce que depuis des années, quand moi j'ai été, au moins j'ai atteint un niveau intellectuel, je dis que c'est aberrant. Parce que quand vous lisez tous ces documents-là, quelle est la cible beaucoup plus concernée? Il y a 2 composants de ces cibles. Il y a d'abord la femme qui ne dispose pas d'une autonomie financière et qui n'a pas été à l'école. Et deuxièmement, il y a qui? Il y a les exclus du système éducatif. Ces exclus du système éducatif ne sont pas toujours dus à leur, à leur quotient intellectuel. Il y a les moyens qui ne suivent pas. Vous comprenez? C'est pour cela que je ne veux pas citer des zones. Je remercie, vous me permettez de le dire. L'UNICEF a en la matière aujourd'hui ce qui est fait pour ce qui concerne les enfants. Si tout le monde a compris qu'il faut avoir une taille d'un ménage en fonction de vos moyens et qu'il faille aussi aménager la santé de la femme, nous allons réduire beaucoup plus de ces enfants qui font objet de traite, qui font objet d'un peu de tout et tout ça là. Je pense que Seradi avait fait un travail sur ces femmes-là aujourd'hui. Donc, ça là, ça ne remet en cause nullement les valeurs familiales. S'il faut tenir compte des PF, pas du tout. Mais nous gagnons en matière de gains, du point de vue sanitaire, nous aurons moins de décès maternels. Je n'ai pas voulu évoquer ces indicateurs ici pour que les gens ne se mettent pas beaucoup dans la tête. C'est là que je n'avais pas évoqué. Très bien. On va faire un dernier tour de table et très rapidement, s'il vous plaît. Ça, puisque nous sommes là pour parler de plaidoyer, puisque nous sommes là pour amener au lancement de ce plan et appeler également des ressources pour accompagner la mise en œuvre de ce plan. Un dernier tour de table et je voudrais bien commencer par M. Ouédé en tant que spécialiste des questions de population. Votre mot, très rapidement. Non, je voudrais dire seulement que pour une population qu'on se veut en bonne santé, encore moins la femme qui est le socle de la reproduction humaine, que des politiques sociales existent pour que nous puissions avoir des gains, tant économiques, tant sociaux et humains. Et ces gains-là ne peuvent pas passer si on n'arrive pas à maîtriser notre population. Pour que l'État ne soit pas surpris, j'ai moins d'écoles ici, j'ai moins d'infrastructures, c'est ça qui justifie les zones rurales des enfants. Très bien. Pour une société qui se veut égalitaire, il faut des politiques sociales. Et pour cela, j'opte pour une diffusion large de ce plan-là. Très bien. Au nom maintenant de l'Alliance Droit et Santé et les structures qui représentent l'Alliance au Bénin, je commence par l'ONG Le Barca, représentée ici par sa directrice exécutive. Votre mot, très rapidement. Merci beaucoup. Je n'ai pas beaucoup à dire. Je lance un appel au gouvernement pour que ce plan non seulement soit lancé, mais vulgarisé. Il y va de l'intérêt de tous et nous allons gagner pour le développement du Bénin. Monsieur le directeur exécutif du scoutisme béninois. Moi, je voudrais me faire porte-parole des jeunes et m'adresser au chef de l'État. Nous le savons, très préoccupé ces derniers temps sur beaucoup d'autres questions. Mais cette question de lancement du plan va apporter beaucoup de fruits à notre République. Nous l'invitons à lancer le plan et à nous aider pour le plaidoyer, à mobiliser les ressources pour sa mise en œuvre. Merci, M. Roland Agbessi. Et pour finir, M. Nouro Adjibade, directeur exécutif de Seradis ONG. Oui, merci beaucoup. Je crois que mon mot de fin va essentiellement être orienté vers la femme. Je dis l'opérationnalisation de ce plan va permettre de promouvoir davantage le droit des femmes.
Voilà, chers invités, merci d'avoir partagé votre point de vue avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Eh bien, nous avons parlé du contenu du plan d'action pour le repositionnement de la planification familiale au Bénin et de la nécessité de son lancement. Pour petit rappel, le plan est déjà disponible. Il a été élaboré pour la période 2014-2018, mais il s'agit aujourd'hui de lancer ce plan, de mobiliser les ressources et d'aller, comme mes invités l'ont dit, vers un début d'opérationnalisation de ce plan. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Canal 3 Bénin.